les premiers chefs professionnels jeunes sortaient des premières écoles professionnelles américaines, le Culinary Institute of America, le Peter Cum, Johnson and Wales, ces écoles-là. De là sortaient des jeunes qui avaient voyagé en Europe, étaient passés par les plus grands restaurants, avaient fait des stages dans les plus grands restaurants, et donc comprenaient que ce menu qui était sur toutes les tables de luxe américaines, où il y avait juste du bœuf, du poulet, de l'agneau, et c'est tout, euh, ben, il fallait le diversifier et il fallait pas que le chef soit comme le plongeur, le gars en bas dans la cave et qui monte jamais. Il voulait être créatif, il voulait montrer ce qu'il valait et donc on est arrivé avec les bons produits au bon moment. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec la reine du foie gras, Voilà. Ariane Daguin, la propriétaire de D'Artagnan, une entreprise qu'elle a créée il y a 35 ans, qui est le principal fournisseur de volailles, de gibier, de mets gourmets aux États-Unis. Salut Ariane, ça va? Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'est 38 ans en fait. 38 ans. Ah ouais. 38 ans et je viens de vendre ma société d'Artagnan il y a 2 mois, Ah ouais. en Ok, avril. d'accord. Ouais, ouais. Bah, Donc là, j'y suis encore à mi-temps pour la transition et puis après on verra. Mais j'ai plein d'autres projets aussi. ok, on va parler de tout ça. Merci de prime abord d'avoir accepté mon invitation. Non, avec grand plaisir, je suis honoré. Il y a quand même, quand je tape là sur Google, il y a des chiffres là qui passent de plus de 100 millions de dollars à la revente. Donc, en tout cas, on va en parler. On va parler aussi de d'autres sujets, comme l'avantage d'entreprendre aux États-Unis, comment lever de l'argent aux US dans les années 90, développer son réseau, les difficultés à se monter aux États-Unis lorsqu'on est étranger, etc. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, ma chère Ariane, de te présenter succinctement. D'accord. Bon, ben, je m'appelle Ariane Daguin, je suis la septième génération dans la gastronomie d'une famille ancrée en Gascogne, à Auch en Gascogne. Mon père avait deux macarons Michelin, l'hôtel-restaurant à Auch, Hôtel de France. Mon grand-père, enfin, etc. Ils étaient tous là-bas dans la gastronomie et toute la famille était soit fermier, éleveur, soit faire de l'armagnac. Enfin, comme tout le monde en Gascogne d'ailleurs, hein, c'est dur de généraliser, mais les Gascons en général, ils sont dans la gastronomie. On vit pour apprécier la nourriture et pas le contraire. Et voilà. Et moi, bon, j'étais l'aîné. On est trois enfants. Mon frère a un an de moins, ma petite sœur. On a été élevés dans l'hôtel familial et notre appartement, notre petit appartement était au-dessus de l'hôtel. Et c'était clair, ça n'a jamais été vraiment dit, mais c'était clair depuis le début que ça serait mon frère et pas moi qui allait reprendre. Et à l'époque, Ouais. c'était normal. C'était la, les garçons restaient et prenaient les affaires et les filles suivaient leur futur mari. En fait, c'était voilà. Je pense que ça se passe encore Et, aujourd'hui ou c'est... ouais, peut-être un peu moins quand même, hein, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était parfaitement accepté. C'était pas donc ça n'a jamais été vraiment dit, mais c'était clair depuis le début que c'était comme ça. Quand j'aidais à la maison, j'aidais là où il y avait besoin. Mon frère, lui, il avait un parcours de stage. Il était saucier, rôtisseur, les desserts, la mise en place. Il y avait euh, il avait un parcours, alors que moi, j'ai aidé là où il avait besoin, quoi. Et, euh, et quelque part, ça m'a, je pense, poussé à vouloir montrer ce que je valais moi, mais aussi poussé à aller loin, à partir du cercle d'influence de mon père. Euh,
mon père euh, a été très célèbre dans la gastronomie. Donc, il avait ses deux étoiles Michelin, mais aussi c'est lui qui a mis le magret cuit saignant sur les tables de France. Avant ça, le magret, c'était un produit qui était confit comme les cuisses. Et il a été aussi président du syndicat des hôteliers et restaurateurs, qui s'appelle maintenant l'UMI, Mhm. pendant de très longues années. Donc c'est lui qui a poussé la bataille pour essayer de faire baisser La TVA. la TVA, qui était montée à 20 et quelques pourcents. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc c'était une... Et puis bon, Combat d'ailleurs il qu'il adorait. a gagné parce que je crois que c'est redescendu jusqu'à peut-être 5 ou Ouais, 6%. ouais, ouais, il a gagné. Et en Gascogne, il était aussi très connu parce sa passion, c'était de promouvoir son pays, sa région, sa Gascogne. Et donc, ça aurait été dur de se faire une place dans son ombre. Et donc, je suis parti. Bon, en même temps, je rêvais de l'Amérique, les cow-boys, la liberté d'entreprendre, ce grand pays tout neuf où les opportunités foisonnaient. Donc, je suis parti, je suis venu faire des études de journalisme parce que j'adore écrire, donc je pensais devenir journaliste. Et puis, bon, ben, la destinée m'a rattrapé. Je travaillais à mi-temps pour pouvoir payer mes études dans une petite charcuterie qui était la première et la seule charcuterie de New York et peut-être des États-Unis, qui s'appelait Les Trois Petits Cochons. Et puis, l'été est arrivé. Là, j'ai travaillé à plein temps. À la fin de l'été, mes patrons, ils étaient deux associés, Mhm. m'ont proposé de rester, m'ont fait un contrat et m'ont dit qu'ils allaient, avec leur avocat, faire les démarches pour avoir la carte verte, Ah, qui est la carte de résidence américaine, qui est la green card. assez compliquée à En obtenir. Et quelle année à donc, peu près? ça, c'était en 80. Ah ouais. Ah ouais. 1980. Ouais, 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 ouais. Et ah bah, j'étais toute jeune, hein, et j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai un peu de route quand même derrière moi. Et voilà, donc je suis resté 5 ans avec eux. Au bout de 5 ans, j'avais toujours pas la carte verte, ça m'énervait un peu. Ils m'avaient proposé des parts du business, mais ils m'en avaient promis, mais ils me les proposaient pas concrètement. Et puis un jour, sont arrivés deux gars avec un foie gras dans les mains. C'était deux Israéliens qui venaient s'installer dans l'État de New York et faire une ferme qui allait élever des canards pour le foie gras. Et là, bon, ben ça m'a parlé de suite, évidemment. Ça, c'est bon, depuis toute petite, Terroir. je viscérais les canards, je faisais les foie gras, je faisais les bocaux avec ma grand-mère dans la cour intérieure de l'hôtel, je plumais, ça, je savais faire. Donc, ça m'a vraiment enthousiasmé et de voir qu'on pouvait faire du foie gras aux États-Unis. Je ne m'étais même pas posé la question. Je pensais que c'était comme en Angleterre, qu'il n'y avait pas de marché, qu'il n'y avait pas de... Mais même que c'était peut-être interdit, je ne savais pas. Je ne m'étais pas posé la question. En fait, c'était parfaitement légal puisque c'était inconnu. Ces deux gars arrivaient d'Israël, ils avaient une technique israélienne bien au point. Et ils m'ont montré un produit qui était magnifique. Et donc, moi, je me suis enthousiasmé. J'ai vu ça comme un moment historique aux États-Unis, le premier foie gras américain. Et il fallait absolument que nous, aux Trois Petits Cochons, on le distribue. Pour la faire courte, mes patrons n'avaient pas envie. Trois Ils se petits trouvaient cochons, on bien rappelle, c'est le dans nom de justement cette les structure. Trois Petits Ouais. Cochons. Ouais, ouais. Les Trois Petits Cochons étaient deux, en fait. Et, Et donc, ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans parce que bon, ben, les affaires marchaient bien, ils n'avaient pas besoin de prendre un risque supplémentaire avec ça. J'ai réussi à convaincre un copain qui était avec moi aux Trois Petits Cochons, qui travaillait aux Trois Petits Cochons et qui venait de la même université, de Columbia University, que ça suffisait, quoi, que ça faisait 5 ans qu'on était là, qu'on nous avait promis des parts et qu'elles n'arrivaient pas, et donc il fallait absolument partir et prendre
le wagon en marche, hein, ce train en marche qui était historiquement magnifique, le premier foie gras, donc les premiers confits, les magrets, les rillettes, etc., des États-Unis. Et donc on est partis tous les deux, on a monté D'Artagnan. Et donc lui, il était texan, il parlait bien français, il était francophone, il avait lu Alexandre Dumas dans le texte en français, donc il comprenait très bien qui était D'Artagnan, ouais. D'Artagnan, que Charles de Batz de Castelmore vraiment avait existé, qu'il s'appelait D'Artagnan et qu'il avait fait des belles choses, même si c'était pas les choses que Alexandre Dumas et qu'on voit dans les films. C'était un gars qui était vraiment quelqu'un de très bien, qui était très loyal à son roi, sa reine, qui faisait les choses pas pour son profit personnel, mais pour le bien de la communauté autour de lui. Et donc, naturellement, on a appelé notre boîte D'Artagnan Et puis, et on a y a pas de démarré souci avec, de droit d'auteur ou je sais pas, de trucs de licence par rapport au nom, je sais pas, des héritiers. ah ben, aux États-Unis, rien du tout. Non, parce que il fallait déposer D'Artagnan sur les produits qu'on allait faire. Donc, on l'a déposé sur tout ce qui était viande de volaille, protéines animales, en gros. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on a grandi, on l'a déposé sur les produits qu'on faisait, mais on est toujours resté spécialisé dans les protéines animales, hein, Ok. surtout. Et, et voilà, et on a démarré avec très très peu de sous. À l'époque, 15 000 $. On avait mis 7 500 chacun parce que bon, c'était mes économies et lui, de son côté, il a emprunté à sa maman. Et 15 000 $, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Le jour où on a ouvert pour de bon, après avoir payé les 2 premiers mois de loyer, le dépôt pour le téléphone, pour l'électricité, etc., il nous restait genre 30 $ dans le compte en banque, Ah ouais. vraiment. Et donc on s'est saigné vraiment pendant la première année, c'était très dur, on ne s'est pas payé, on mangeait les échantillons qui commençaient à devenir un peu moyens. Et voilà, on a survécu comme ça. Et tu posais la question, comment on fait pour lever de l'argent aux États-Unis? Bon, ben, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, ben, il y a des crowdfunding, Ouais. hein, on va sur Internet et puis il y a Des d'autres façons capital de faire risques et qui tout. sont quand même un peu plus faciles, mais qui ont aussi leurs inconvénients quand même. Si tu veux, on y Mhm. reviendra. Euh, mais bon, donc voilà. Et on est arrivé vraiment, vraiment avec une chance terrible au moment où, exactement au moment où il fallait. En 1985, début 1985, les premiers chefs professionnels jeunes sortaient des premières écoles professionnelles américaines, le Culinary Institute of America, le Peter Cum, Johnson Wells, ces écoles-là. De là sortaient des jeunes qui avaient voyagé en Europe, étaient passés par les plus grands restaurants, avaient fait des stages dans les plus grands restaurants, et donc comprenaient que ce menu qui était sur toutes les tables de luxe américaines, où il y avait juste du bœuf, du poulet, de l'agneau, et c'est tout, euh, ben, il fallait le diversifier et il fallait pas que le chef soit comme le plongeur, le gars en bas dans la cave et qui monte jamais. Il voulait être créatif, il voulait montrer ce qu'il valait. Et donc, on est arrivé avec les bons produits au bon moment. Parce que nous, de notre côté, on a compris qu'on ne pouvait pas survivre qu'avec les produits du canard Mhm. gras. Il fallait aussi se développer autrement. Et donc, d'entrée, je suis allé voir plein de fermiers autour. Et on a la chance d'avoir la Pennsylvanie à 1 heure et quart d'ici, où les fermiers Amish, les Mennonites, élèvent les volailles d'une façon qui me parlait, puisque c'était un peu comme en Gascogne, c'est-à-dire avec le respect de l'animal. Beaucoup de place, pas de médicaments, pas de trucs en batterie, d'élevage intensif. Et Et donc, pourquoi? C'est parce que c'était pas forcément à la mode à l'époque
de tenir compte de la souffrance animale il y a 30 ans. Tu étais quand même en avance sur ton temps. Ben Comment est-ce que oui, ça se fait qu'ils avaient cette pratique-là là-bas et que toi aussi, justement, tu as grandi avec cette pratique-là, étant donné qu'il n'y avait pas ben forcément cette c'était les pression? seuls. Ouais, non, non, c'était les seuls. Partout dans l'Amérique, il y avait des élevages intensifs, il y a toujours d'ailleurs, hein, le burger de McDonald's c'est fait avec du bœuf élevé de façon intensive dans des feedlots qui sont à perte de vue dans le Texas ou dans le Kansas. Alors que les Amish ont, de par leur religion, n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité et de par leur religion, leur religion leur dit que cette terre, ce lot sur lequel ils vivent, ne leur appartient pas vraiment. Ils ont la responsabilité de le passer à la prochaine génération en meilleur état qu'ils l'ont reçu. Mhm. Ça veut dire qu'ils ont ce respect pour la terre et pour les animaux qui sont dessus, un respect qui rejoint un peu le respect des paysans en Gascogne, et mon père, dans le restaurant, m'avait toujours élevé sur ce respect-là, le respect des ingrédients. Un cuisinier ne peut pas faire de la bonne cuisine si l'ingrédient au départ est médiocre. C'est pas possible. Et le seul moyen, aujourd'hui encore, hein, le seul moyen d'avoir une protéine animale qui soit de qualité, c'est qu'elle provienne d'un animal qui a été bien élevé. Et pour nous, bien élevé, ça veut dire avec de l'espace, sans le stress. Voilà. Et alors, il y a eu des batailles, hein, parce que pour moi, sans le stress, c'est effectivement aussi de gaver les canards. Parce que pour moi, quand on gave les canards, ils n'ont pas ce stress-là. Je les ai vus, je les connais, j'y suis né dedans, je le sais, j'en suis convaincu. Euh, Malheureusement, les véganes et les activistes prennent le foie gras comme cheval de bataille pour essayer d'expliquer que c'est très stressant. Parce que c'est facile, hein. Il y a l'entonnoir, donc il y a une imagerie qui, euh, quand on est ignorant de la méthode, est facile à- pour faire peur aux gens, en fait. Parce que les gens ne savent pas que un palmipède se gave tout seul avant la migration, que le jabot est là pour pouvoir prendre une énorme quantité de nourriture avant la migration, mais surtout aussi parce que ce sont des animaux de proie et qu'ils ne peuvent pas manger là où ils ont chopé à manger, parce qu'il y a des prédateurs autour, Mais comment est-ce que c'est qui possible que sont des les gens, oiseaux ils le lourds. savent? Enfin, c'est une vraie bataille. Regarde, depuis plus de 30 ans, avec D'Artagnan, tu t'es engagé naturellement à adopter des pratiques d'élevage en plein air, durable, sans cruauté. Et malgré cela, il y a eu, je pense même à l'époque, je crois que j'ai lu quelque part, quand tu fêtais les 20 ans de D'Artagnan, il y a plein de polémiques sur le gavage des oies et des canards. Comment est-ce que ça se fait que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas ce type d'informations? Parce que c'est des informations limite scientifique, c'est clair, c'est pas discutable, mais pourquoi ça fait quand même polémique, tu vois? Mais c'est un manque d'éducation. C'est parce que nous, de notre côté, on n'a pas les moyens de disséminer cette information, alors que de l'autre côté, c'est très facile. Il suffit d'avoir la photo d'un canard avec un entonnoir dans l'œsophage. Les gens anthropomorphes, ils pensent, oh là là, ça doit faire mal, parce que moi, si j'étais un canard, et qu'on me mettait ça dans la Mmh. gorge, ça ferait mal. Ouais, mais sauf que tu n'es pas un canard. Tu n'as pas cet œsophage insensible, tu n'as pas de jabot qui est ton premier estomac. Euh, donc, quand je fais des conférences là-dessus, souvent, j'essaye de choquer les gens pour leur faire comprendre qu'ils anthropomorphent. Et je leur dis souvent, mais regardez la maman oiseau, elle va chercher le petit ver de terre, les petits insectes, etc. Quand elle revient au nid pour nourrir les bébés oiseaux, Mmh. elle prend son bec, un long bec, elle l'enfonce jusqu'au fond, jusqu'à l'estomac du petit bébé, et elle lui vomit dedans. C'est comme ça que maman oiseau montre son amour à bébé oiseau. Est-ce que vous faites ça avec votre bébé? Non. Bon, mais on n'est pas des oiseaux, on n'est pas des canards.
On n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes façons de se nourrir. Et c'est comme ça petit à petit que, mais c'est du travail de longue haleine. Alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile et en plus, les finances arrivent plus facilement aussi. C'est très à la mode d'être nu plutôt que de porter une fourrure ou d'être et tout ça, tu vois. Donc oui, pendant les 38 ans là, de D'Artagnan, je me suis battu. Alors, ça dépendait des fois, hein, il y a eu des hauts et des Mhm. bas, mais la Californie nous a pris de court. Ils ont interdit le foie gras. Ça a été valable pour. Il y avait un fermier là-bas qui a pu continuer pendant 7 ans, puis il a arrêté. Pendant ce temps, à Chicago, ils ont essayé d'interdire, ils ont interdit. Pendant ce temps, là, on était prêts à ce moment-là, donc j'y suis allé. On a fait campagne, j'ai mis les restaurateurs avec nous. On a, euh, on a devisé des systèmes pour détourner la loi, en fait. Et donc, les restaurateurs de Chicago, au lieu de vendre du foie gras, ce qui était interdit, ils le donnaient. Et par contre, ils vendaient la tartine de pain 30 dollars à côté pour mettre le foie gras dessus. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, le maire, hein, qui était contre depuis le départ, hein, qui était avec nous depuis le départ, a réussi à renverser la situation. Ceci dit, on n'a jamais autant vendu de foie gras à Chicago que quand c'était interdit. Ah C'est ouais. le système de la prohibition, hein. Et là, en ce moment, ils essayent de faire pareil à New York. Donc, à New York, le conseil municipal a voté un ban, une interdiction du foie gras, qui va être effectif fin novembre. Là. Euh, alors, c'est un peu malheureux parce que c'est le conseil municipal qui n'existe plus, qui était du maire Di Blasio, qui n'est plus là. Mhm. Et ce conseil municipal a complètement été renouvelé. Il en reste 2 ou 3 des gars dedans, mais pas du tout ceux qui ont voté pour ce ban. Donc, au niveau du timing, c'est un peu délicat parce qu'on est en train de se battre contre des gens qui ne sont pas vraiment nos ennemis, quoi. Euh, mais bon, on a fait procès et donc là, on est en plein milieu du procès et on va voir ce que ça donne. Mais peut-être que dans un premier temps, ça sera bon puisque si ça fait comme à Chicago, on va en vendre plus que d'habitude tant que ça sera interdit. Effectivement. Mais je préfère que ça soit simplement un instrument pour éduquer les gens, pour leur expliquer que, comme partout, il y a des bons fermiers et des mauvais fermiers, et que les bons fermiers qui font leur boulot comme il faut en respectant l'animal, eh ben, ils ne donnent pas de stress, même avec cette histoire de gavage, ils ne donnent pas de stress aux animaux. Mais c'est vrai qu'il existe, même en France, mais aussi dans les pays d'Europe de l'Est, des élevages intensifs de canards pour faire du foie gras. C'est vrai que ça existe et c'est ces vidéos-là dont les activistes se servent. Yes. Ariane, qu'est-ce que c'est que d'être chef d'entreprise aux États-Unis dans le début des années 80? Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que tu réussis? Comment est-ce qu'on crée une entreprise, la forme juridique? Euh, Comment est-ce que toi tu as fait à l'époque? Alors, euh, le côté opérationnel, c'est très facile, hein. La forme juridique, c'est pas. Enfin, j'ai jamais essayé de monter une boîte en France, mais il paraît que c'est très compliqué. Mais ici, c'est très simple. Euh, il faut ouvrir une corporation. Ça coûte, à l'époque, ça a coûté 500 dollars. Et il faut vérifier que le nom dont tu te sers et tu peux le déposer, il n'est pas déjà pris. Mhm, Point barre. Ça, c'est au niveau opérationnel. Après, tout le monde te dira, bon, il faut avoir un avocat et un comptable. Et c'est vrai, il faut avoir un avocat et un comptable. Ce sont des gens qui, bon, au départ, parce qu'il y a tous les niveaux d'avocat et de mhm, comptable, ce sont des gens qui sont à ton niveau au départ, c'est-à-dire quand il n'y a pas de sous, ben, c'est un petit avocat, un petit comptable, mais qui te conseille pour que tu restes dans les roues et que tu restes légalement dans ce qu'il faut faire. Mais bon, y a rien, il n'y a pas de réglementation commerciale drastique. Après, parce que nous, on était dans la viande, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend du USDA, c'est-à-dire du département de mhm. l'agriculture. Et là, à l'époque,
Nous, on ne l'était pas, agréé par le USDA, puisqu'on était simplement les distributeurs, mais tous les abattoirs sont gérés et sont sous la houlette, comme en France Mmh. d'ailleurs, hein, du ministère de l'Agriculture, avec des règlements assez stricts, mais bon, qui existent déjà. C'est pas nous qui abattions et qui découpions les viandes, hein, c'était à l'abattoir. Donc c'était leur problème à eux. Nous, simplement, on récupérait les viandes, les volailles, les gibiers, et on les revendait au restaurant. On a fait ça pendant 20-25 ans. Puis après, on a démarré un peu le retail, c'est-à-dire les magasins, Mmh. avec des portions un peu plus petites. Vous Puis, transformez vous-même ou c'est les magasins qui font tout le truc, le packaging et le reste? non, 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 c'était au départ, c'était à l'abattoir. Puis après, petit à petit, nous, on a ouvert notre propre labo pour découper les viandes. Mmh. Euh, mais ça dépend. Tu vois, la viande hachée, on le fait faire par un spécialiste qui fait que ça. Mais c'est des viandes et des volailles qui proviennent de nos fermiers. Et quand je dis nos fermiers, ils ne sont pas à nous les fermiers, mais c'est simplement des fermiers avec qui nous avons des accords d'exclusivité Mmh. la plupart du temps, mais surtout avec des cahiers de charges très spécifiques. Donc au début, ça a été très très compliqué pour aller les convaincre de nous vendre un poulet, mais qu'un poulet qui courait dehors et qui n'était pas enfermé même l'hiver, et que ce poulet, il ne fallait pas lui donner d'antibiotiques ou d'hormones de croissance. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a grandi, les fermiers se sont aperçus et les ranchers se sont aperçus que quand on disait qu'on allait leur prendre je sais pas moi, 800 poulets par semaine ou 2000 cailles par semaine et que on allait les payer à temps, etc. On le faisait. Et donc, du coup, il y a une confiance qui s'est installée. Et petit à petit, on a pu être de plus en plus exigeant au niveau des cahiers de charges. Euh, mais aussi, on a créé un cercle vertueux où les fermiers gagnent bien leur vie, nous, on gagne bien notre vie, et les restaurants sont contents d'avoir des bons produits euh, qui viennent de D'Artagnan, une boîte en qui ils ont confiance, parce qu'on se spécialise uniquement dans les bons produits. Et bon, depuis, on a des concurrents, hein, des gars qui font du bon, du moins bon, du carrément mauvais. Mais nous, on est toujours resté sur la ligne. Et même pendant le Covid, la façon dont on a survécu, c'est qu'on a vraiment étendu et développé le e-commerce, c'est-à-dire euh, les ventes directes aux consommateurs sur notre site internet. Comment est-ce que vous avez subi, en tout cas, accueillir le Covid? Il y a eu plein de trucs quand je cherchais des trucs sur toi, il y avait plein de personnes qui racontaient, plein de gens qui disaient que ouais, D'Artagnan, bah, ça a sauvé, le Covid aux US, genre, il y a des trucs qui ont été réadaptés, pour faire des livraisons à domicile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. sur ce qui s'est passé pendant le Ben, Covid? ça m'a beaucoup pesé, hein, parce que c'était très stressant en fait. Il faut comprendre que le 14 mars 2000 2020, euh, c'est ça, c'est 2020. 2020 Ouais. effectivement. Ouais, ouais, ouais. 14 mars 2020, tous nos clients ont fermé. Donc, tu vois, tu as une boîte, tu as des clients, tout va bien, tu as des camions, et 0. un jour, tout le monde ferme en même temps. Et ils ferment sans avoir payé ce qu'ils te doivent déjà Mmh. depuis les, Déjà euh, manque à les gagner 30 et en jours, plus après tu ne 45 gagnes jours rien avant. du tout, quoi. Ouais. Et donc, là, quand tu as, à l'époque, j'avais 270 employés, euh, alors là, panique générale, quoi. C'est des crises, j'en ai eu, hein, dans ma vie professionnelle, mais comme ça, jamais. Comme ça, jamais. Et en plus, sans savoir quand est-ce que ça va finir cette Mmh. histoire. Sans avoir du tout De perspective. d'ouverture, de fenêtre, aucune visibilité sur le futur. Donc, alors, règle numéro un,
même si je dois paniquer, je panique à l'intérieur, je ne le montre pas. Il faut que tout le monde reste calme dans la boîte. Panique, principe numéro 2, d'Artagnan, tous pour un pour tous. Donc, on ne vire personne, on garde tout le monde, on se débrouille. Mhm. Il y a trop de familles engagées là-dedans et on peut pas, c'est pas possible, quoi. C'est notre motto, c'est ça, c'est tous pour un pour tous. Donc j'ai gardé tout le monde. Par contre, il a fallu euh, tout ce qui était, alors tous les vendeurs qui étaient des vendeurs spécialisés qui allaient voir les chefs des restaurants, on les a mis à essayer de développer les magasins. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de magasins et les magasins, eux, ils sont restés ouverts, bien entendu. Les gens avaient besoin d'aller chercher à manger quand même. Et donc, ça nous a permis de développer pas mal nos ventes au magasin, ce qu'on appelle le retail Ouais. ici. Et les quelques sous qui me restaient, je les ai mis à fond dans le e-commerce, dans le site internet direct au Mhm. consommateur. Donc, on a commencé à développer très très vite des portions plus petites, des portions, par exemple, des escalopes de foie gras ou des steaks, des choses que les consommateurs, au lieu d'acheter le filet entier, pouvaient acheter des steaks chez nous. Donc, on a développé ça très très vite et on l'a mis sur le site internet et on a essayé de faire de la pub pour le site internet à fond. Et pour que les camions ne restent pas dans le parking et que les chauffeurs aient quelque chose à faire, on a aussi, pas dans la ville même, mais dans les banlieues, autour de Chicago, Atlanta, New York, Denver, Houston, là où on avait nos centres de distribution, euh, on a livré quelques-uns de ces consommateurs nous-mêmes, Mhm. au lieu d'avoir à faire ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait avant avec une troisième partie, quoi, c'est-à-dire Federal Express ou UPS, tu vois, une compagnie Mhm. spécialisée là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a tenu le coup. On a eu de l'aide Aux États-Unis? du gouvernement. Euh, Ça a duré presque un an avant d'avoir l'aide, mais dans la mesure où c'était uniquement pour payer euh, les employés, on avait un emprunt qui, si on faisait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on allait virer personne, serait pardonné. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, ça nous a beaucoup aidé quand même. Ouais, ça, c'est impressionnant parce que généralement, on sait pas où on attend les États-Unis, le fait qu'ils vont. Et c'était quoi? C'était équivalent à ce qu'ils se faisaient en France ou Alors en France, je pense que ouais, c'est passé la même chose, sauf qu'en France, vous avez été très très généreux. Je connais des restaurateurs qui étaient contents du programme hein, et reconnaissants, bien sûr. Mais ici, c'était pas. Ici, il fallait vraiment montrer après. Bon, il y a eu des scandales Bien aussi, c'est sûr. pas. Mais il fallait vraiment montrer après coup que on a bien utilisé l'argent que pour le payroll, c'est-à-dire Je suis désolé de faire du franglais là. Non, il y a pas de souci. On va. J'ai du mal à parler en Mhm. français correct pour tout ce qui est les affaires de business. Mais euh, mais bon, il y a eu beaucoup de dégâts dans la restauration, hein, même avec les aides en question. Ceci dit, quand ça a commencé à réouvrir, il y a un an et demi Mhm. maintenant de ça, ben, du coup, nous, tu vois, ça a suivi le proverbe ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. On a été renforcé puisque tout d'un coup, quand la restauration est revenue, on avait maintenant un site internet qui avait triplé, quadruplé pendant un an et des ventes au magasin qui avaient doublé pendant un an. Et donc on s'est retrouvé avec en très très forte Mhm. position. À ce moment-là, moi, je recevais au moins une fois par semaine des propositions de gens qui disaient: «Est-ce que vous n'êtes pas à vendre? Est-ce que vous voulez des investisseurs?»
Et bon, c'est un truc que j'avais jamais regardé avant. Et puis là, je me suis dit quand même, je vais voir un peu parce que une crise comme ça, je me vois pas en Deux passer fois. une deuxième. S'il y en a une deuxième qui arrive, là, je m'y vois pas, quoi. J'y ai laissé quelques plumes moi-même. T'as Voilà. eu quand même des moments de doute, genre, ça fait quand même presque, 4 décennies que tu as développé, c'est comme ton bébé, hein, c'est limite, tu as eu des moments de doute comme ça que, beh, ch genre, Ouais. pour la Bah oui, session, bien sûr. Et là, je pense que tout le monde passe par là, hein. Et il y a des moments où il faut se poser des questions, mais il y a des moments où il faut s'empêcher de se poser des questions. Là, pendant le Covid, là, je n'avais pas le droit de me poser des questions. Il fallait foncer. Alors, bah, tu as 270 employés, tu as autant de familles qui comptent sur toi et qui comptent sur D'Artagnan pour que le chèque à la fin de la semaine arrive. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, point barre. yes. Il ne faut pas se poser des questions. Après, une fois que le match est fini et que tout redevient normal, bon, ben, il faut se remettre en question et puis faire, tu vois, nettoyer, regarder ce qui se passe. Mais pendant la crise, ben, il y a pas, faut y aller, quoi, hein, faut foncer, faut trouver des solutions immédiates qui font qu'un peu d'argent rentre dans la caisse, qui font que tout fonctionne quand même. Voilà. Sinon, bon, des crises, il y en a eu. Je crois que une des plus grosses crises aussi, ça a été quand mon associé a essayé de me racheter Ah en ouais, 2005. Ouais. Et, et on avait un accord écrit qui disait que si un d'entre nous faisait une offre à l'autre, hein, l'autre ne pouvait pas dire non. Il pouvait simplement dire soit oui, je prends l'argent, je te donne mes 50%, soit soit je non, surenchère. je Ouais, je renverse vois, j'ai oublié comment on ce appelle que cette tu clause-là, offres. je vois ce que tu veux dire. Shotgun, Shotgun, ça voilà, c'est s'appelle ça. en anglais shotgun clause. Je surenchéris pas, mais je te Mais la ça renverse. t'appelle fa C'est-à-dire que comment est-ce que ça se fait que vous avez ce type de clause-là en plus? C'est c'est venu automatiquement quand on a acheté une assurance vie l'un sur l'autre. C'est notre avocat qui nous avait dit au bout de 4 5 ans, quand la boîte a commencé à grandir un peu, vous savez, si jamais il y a un d'entre vous meurt, la boîte meurt. Parce que l'autre n'a pas les 50% de la valeur de la boîte pour pouvoir acheter aux héritiers de celui qui est mmh mort les 50%. Donc, prenez une assurance vie l'un sur l'autre. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans cette assurance vie, au fond de la page, là, un tout petit machin, un tout toujours. petit caractère, il y avait le shotgun clause qui disait que si un jour on ne s'entendait pas, euh, quelle que soit la valeur de la boîte, il y en a un qui pouvait, là, si tous les deux on est à 50-50 dans une boîte, Mmh aujourd'hui, je peux te dire, bon, mais je t'achète pour 2 dollars, je t'achète tes 50%. Et tu ne peux pas dire non. Soit tu dis, OK, Soit je surenchère. donne-moi les 2 dollars, je te donne mes 50%. Soit tu dis, non, c'est moi. Ah ouais, Et c'est moi qui te propose, tu me donnes tes 50% pour 2 dollars. Et c'est fini. Il n'y a plus de surenchère après ça. C'est vachement bien parce que ça permet à l'associé qui propose de pas donner, de pas aller trop bas. Parce que s'il va ah, trop c'est bas, juste, évidemment, c'est quitte ou double, quoi. C'est genre si la ouais, proposition, elle n'est pas, tu pas une deuxième chance, quoi. Si l'autre surenchère c'est fini. derrière, Ouais, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est soit toi, soit moi, point barre. Ça revient plus après. Et donc, ça permet, euh, ça permet d'empêcher des situations de blocage où les associés s'entendent ah, ça plus, fait mais trop peur ce personne ne veut truc, ça fait racheter. trop. Ouais. Non, mais ça marche bien, Moi ça moi moi, marche j'ai eu bien. une association qui s'est, très mal passée, il y a de cela 2 ans et j'ai dû f c'était vraiment hyper complexe et moi, ça m'intéresserait bien de savoir toi, sans forcément rentrer dans les détails puisque, c'est quand même quelqu'un avec qui tu as bossé pendant 20 ans donc même si, Ouais, je pense qu'il y a quand même moyen de discuter tous les 2 avant de sortir cette clause de shotgun donc toi, avec le recul aujourd'hui, sans rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'il est allé jusque-là,
forcément, heu, qu'est-ce que je pourrais en tirer comme learning? À quoi est-ce que je devrais faire attention, dans, mes futures associations plus tard? En tout cas, sur ces clauses-là dans, les pactes d'associés. Alors ouais, ouais. Hem, alors d'abord, je voudrais quand même dire qu'on a travaillé ensemble pendant 20 ans et que ça a bien marché pendant 20 ans et que donc les gens changent, tu vois? C'est pas la même personne et je suis probablement pas la même personne 20 ans après Mmh. que quand on a démarré. Donc il faut se méfier de ça, que, on est associés, on a 100 confiance l'un en l'autre et ça, c'est le seul moyen d'être associé, Ouais, hein, c'est d'avoir, totale entièrement confiance. confiance en l'autre. Mais il faut être conscient que petit à petit, ça peut changer. Ça, c'est le premier truc et que donc il faut s'armer contre ça, hein. C'est inéluctable. C'est comme un mariage, en fait, où, bon, ben, les gens s'entendent très bien, puis un jour, ils s'aperçoivent qu'ils ont changé chacun et que c'est plus les mêmes et qu'ils s'entendent moins, quoi. La deuxième chose, c'est, justement pour s'armer, c'est de se mettre ces espèces de barrières en cas de pépin. Mmh. Et donc ce shotgun clause, c'est quand on est à 50-50, c'est très, très, très utile. Et puis, mais je dois dire que j'aurais dû le voir venir, quoi. Ça faisait 1 an, là, en 2005, fin 2004, qu'il essayait de me dire que d'abord, il lui est arrivé plein de choses, sa femme l'a quitté, son père, hein, est mort de crise cardiaque, son oncle est mort de crise cardiaque. Lui, il est arrivé à 50 ans, il s'est dit: «Voilà, je suis dans une famille de cardiaques, je bouffe trop, je vais mourir de crise cardiaque». Il s'est retrouvé, mortel tout d'un Ouais. coup, ou je sais pas, où on appelle ça la midlife crisis, je sais pas, mais il s'est retrouvé, il en avait marre, en fait, de continuer à remettre l'argent dans la boîte pour la faire grandir. Il voulait des sous, quoi. Il voulait profiter un peu de la vie. Et ce qui en soi est pas mal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc juste là, Ouais. tu vois? C'est pour ça que j'ai vendu. Mais un, c'était trop tôt, et deux, la boîte n'était pas encore valorisée, ni la marque. La marque d'Artagnan à l'époque, en 2005, ben, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc il me proposait de vendre la boîte à des distributeurs qui allaient la prendre pour l'opérationnel, pour la Mmh. logistique, pour le fait qu'on ait, des camions qui, allaient tous les jours, C'est-à-dire dans écraser des complètement restaurants, la marque d'Artagnan, quoi, et juste être et une ne pas la boîte de valoriser logistique, du quoi. tout. Ne pas la valoriser du tout. Et ça, c'était terrible parce que c'était mon bébé. Ça faisait 20 ans qu'on travaillait dur pour la monter, et il n'en était pas question. Et donc, moi, je disais: mais non, arrête tes conneries, non, pas possible». Mais je me rendais pas compte à quel point lui, c'était: «Non, non, non, Il te c'est tendait vraiment une ça perche, qu'il en voulait fait, faire». jusqu'à ce que, Ouais, ouais, ouais. Et, jusqu'à ce que, bon, ça, je l'ai découvert après, quand, parce que cette andouille, hein, quand il est parti, il a euh, delete, supprimer. Mmh. il a effacé toute sa inbox. Il a oublié d'effacer la sent box, dans ses Mmh. emails, la boîte d'envoi. Donc j'ai vu tout ce qui s'était passé, avec qui c'était à coquiner, comment ils l'ont manipulé pour qu'il il m'amène. Parce qu'avec le shotgun clause, ce qu'il a rajouté dans la clause, c'est un montant qui était plus ou moins raisonnable, mais plutôt bas. Mais par contre, dans la même clause, il a mis un délai, 30 jours. Donc, j'avais 30 jours pour trouver une somme d'argent qui était quand même plusieurs millions à l'époque, et et par surprise. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout compris qu'il en était là et qu'il allait me faire ce coup-là, quoi. Donc pour moi, c'était une traîtrise énorme, mais aussi, ça a été un énorme challenge d'aller chercher en 30 jours du financement pour pouvoir le racheter à ce même prix. Et, je pense que le déclic, ça a été quand, à l'époque, je devais retrouver un copain et son fils en France, et on devait partir en Chine ensemble. Et c'était la première fois que j'allais aller en Orient. Et d'ailleurs, à ce jour, je suis jamais allé en Orient parce que ce truc-là m'est tombé dessus.
Et ma fille était déjà partie chez ses grands-parents en Gascogne. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, bon, ben voilà, Alix, je devais partir, je devais te retrouver et on devait partir en Chine ensemble avec ton petit copain Pierre et son père. Et ça va pas se faire parce que Georges est en train d'essayer de me racheter. Et je sais pas si je vais le laisser faire ou pas, mais ça va être dur. J'ai que 30 jours Pour réagir. pour pouvoir trouver la solution. Et ma fille, qui à l'époque avait 14 ans, je pense 15 ans, m'a dit oui, mais maman, mais tu vas le laisser faire, mais si un jour je voulais reprendre D'Artagnan, moi. Et ça, cette petite phrase, ça m'a complètement boosté et c'est ça qui m'a euh, fait comprendre qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait trouver la solution coûte que coûte. Et là, à partir de ce moment-là exact, je suis parti voir, je suis allé taper à toutes les portes, toutes les banques de toutes les banquiers d'investissement possibles et je suis tombé un peu miraculeusement sur une banque française, le CCI, Mhm. euh, dont le président de l'époque ici aux États-Unis m'avait suivi un peu parce qu'il était président aussi de la Chambre de commerce et que donc il m'avait filé une médaille ou deux pour jeune entrepreneuriat, etc. Et qui a décidé de me prendre sous son aile et de me prêter le fric qui restait. J'ai pu lever à peu près un Mhm. tiers du montant. Il m'a prêté les deux autres tiers. Et dans les 30 jours, ça a été miraculeux le truc. Personne n'y croyait, et surtout pas Georges. Quand je lui ai dit non, non, c'est moi qui te rachète, il ne croyait pas, il pensait que je bluffais. Bah, ça, c'est effrayant en même temps, franchement, parce que euh, limite, c'est presque comme si c'est quelqu'un de la famille et tout. Et comment est-ce que ça se passe après? Est-ce qu'on se parle? Là, c'est les avocats qui se parlent entre eux, forcément, ça communique plus. Ah, je ne lui parle plus. Je lui parle plus. Après, quand je le voyais dans des cocktails, des trucs comme ça, mais je ne pouvais pas lui parler. Je pouvais, c'était terrible. C'était terrible. D'ailleurs, la façon dont je lui annonçais, c'était le jour du deadline. Ouais. Hein, il, euh, il, est, euh, il avait demandé à un de mes vendeurs de lui faire une réservation dans un grand restaurant de New York parce que sa nouvelle petite copine, c'était l'anniversaire de sa nouvelle petite copine. C'était le restaurant Daniel, qui est un très bon copain et client à moi, Daniel Boulu. Et donc, je savais qu'il y dînait. Et donc, j'y suis allé. J'étais au bar. Et donc, moi, je voyais la salle de restaurant. Lui ne me voyait pas. Et j'ai demandé à Benoît, un des serveurs, est-ce que tu peux, s'il te plaît, amener un petit plateau avec deux coupes de champagne et cette enveloppe à la table 22 là-bas. Il a fait ça. Et dans l'enveloppe, euh, j'avais marqué non, c'est moi, Ariane. Et donc, il a vu arriver les deux coupes de champagne, il était ravi, il a donné une à Stéphanie, et puis il a vu l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, et là, il commence à regarder Il partout. te voit pas. Ouais, mais là, bon, je me montre, je fais comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je lui ai annoncé que c'est lui qui avait perdu 50% de D'Artagnan. Voilà. C'est un vrai film, ça, franchement. Ok. Dis-moi, Ariane, comment est-ce que toi tu vois des avantages? Est-ce que tu penses que D'Artagnan aurait pu avoir le même parcours si tu l'avais lancé depuis la France? Peut-être en d'autres termes, ma question c'est plus quel était l'apport de lancer D'Artagnan aux États-Unis par rapport à la France? Ouais. J'aurais pas pu lancer D'Artagnan en France. On était des pionniers ici. On était les premiers, on est toujours les seuls à faire des protéines animales, mais de la bonne façon. En France, c'était un acquis. Moi, je viens d'une région en Gascogne où ça fonctionne comme ça, point Mhm. barre. On vit pour manger bien, donc on fait gaffe à d'où vient notre canard, notre poulet, notre carotte, notre tomate, et quand est-ce elle a été mûre et quand est-ce qu'elle est passée sur le marché. C'était
en Gascogne, on faisait le bio avant que le bio ait un nom. On faisait euh, la permaculture avant que la permaculture ait un nom. On a toujours été en polyculture. Bon, c'est vrai que depuis, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé, comme partout en France, à faire de l'agriculture intensive pour nourrir le baby-boom. Mhm. Mais quand même, il reste des racines en Gascogne qui restent dans peu de régions en France. Et donc, que ce soit en Gascogne ou en France en général, il y avait déjà un système de distribution de bons produits qui n'avait pas besoin de moi. Ici, par contre, ça n'existait pas. Ici, bon, mais il y avait l'excuse du foie gras au Ouais. départ, mais il n'y avait pas de bon poulet. Moi, c'était une énorme frustration quand je suis arrivé dans ce pays. Le poulet, il était tout nu, tout Sujet. dégueulasse, il sentait le poisson, enfin, c'était immonde. Et euh, et il n'y avait pas de bon poulet, je ne trouvais pas de bon poulet, mais à n'importe quel prix, il n'y avait pas de bon poulet. Donc, euh, il y avait quelque chose à faire ici, alors qu'en France, non, Mais il y à a l'inverse, du bon si poulet. c'est à l'inverse, je dis D'Artagnan, hein, c'est déjà une marque établie. Tu exportes depuis plus de 38 ans l'art de vivre et la gastronomie gersoise au cœur de New York. Cependant, si cette marque, elle doit s'installer aujourd'hui en France, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens de revenir avec cette marque en France pour prendre des parts de marché localement, que ce soit justement dans le Gers ou même à 1 heure à Toulouse, quoi, la capitale Ouais. de la gastronomie, le rugby, la ville rose, l'accent, l'aéronautique et tout. Quel accent! Quel accent! Je comprends pas ce que tu dis, je comprends pas ce que tu dis. Non, je connais pas assez bien le marché pour pouvoir dire. J'ai l'impression que le marché est déjà bien organisé à ce niveau-là, Mhm, euh, et de façon différente. Bon, nous, aujourd'hui, ici à D'Artagnan, on a 78 camions qui sillonnent mhm, tous les États-Unis, qui vont de l'abattoir jusqu'à mon centre de distribution. On a 5 centres de distribution, puis du centre de distribution, les camions un peu plus petits, réfrigérés, jusqu'au mhm. restaurant ou au magasin. En France, ça ne marche pas comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus segmenté. Il y a le camionneur qui est juste un camionneur. Et il y a le distributeur qui est juste un distributeur. Tu vois, c'est pas le même système. Donc, et à nouveau, en France, ils nous ont pas attendus, quoi, hein. Il y a des très bons produits et les gens ont conscience de ça. Ici, on est toujours en train d'éduquer le consommateur, Yes. en train d'essayer de lui expliquer pourquoi c'est pas bien de manger du McDonald's. Mais bon, le hamburger qui est fait avec de la viande qui provient d'élevage intensif, c'est 90% du marché américain. Ah, clairement. Donc même avec l'éducation de notre produit de niche, bon, mais c'est bien pour notre niche, ça m'a permis de bien grandir ma boîte et c'est bien, mais c'est toujours quand même confidentiel, hein, c'est tout Mhm, petit, quoi. C'est une niche. yes. Et c'est combien de aujourd'hui, nous sommes en juillet 2022, c'est combien de personnes D'Artagnan, ça emploie combien de personnes? Euh, on est à 280, quelque chose comme ça, 280. Ok. Ouais. Et comment est-ce que c'est quelque chose de protéiforme? C'est quoi la typologie des profils que l'on retrouve? C'est juste des personnes qui sont en usine où on va retrouver des gens, des profils plus techniques. Si je prends par exemple le point que tu as mentionné sur la partie IT pendant la période de Covid, est-ce que c'est quelque chose que vous avez davantage de l'e-commerce? C'est quelque chose que vous avez beaucoup recruté? Augmenter, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. On a, bon, dans les entrepôts, on a des pickers et packers, c'est-à-dire des gens qui prennent les produits, les mettent dans des Mhm, boîtes. On a des chauffeurs pour les camions. Puis dans les bureaux, on a du marketing, de la comptabilité, du e-commerce. Et sur la route, on a beaucoup de vendeurs. Euh, Ici, moi, je m'occupe personnellement, enfin,
Là, on va voir la transition maintenant que c'est plus à moi, mais pour l'instant, rien n'a bougé et je m'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux fermiers, aller chercher des nouveaux ranchers Mhm. et développer les cercles de... Parce que on veut éviter à tout prix de demander aux fermiers d'élever plus que ce qu'ils peuvent par rapport à leur taille. Et donc, il faut avoir toujours un peu d'avance et au fur et à mesure qu'on grandit, il faut rajouter des fermiers dans le groupe qui appartient à l'espèce animale de ce groupe-là qui va à cet abattoir-là. Mhm. Et donc, on grandit comme ça. Yes. Et Moi, voilà, j'ai ouais. une question un petit peu naïve qui va peut-être ça va te sembler bizarre. Ton père, André Daguin, qui est l'inventeur, je sais pas si je veux dire en tout cas, on peut dire inventeur de ce procédé de cuisson du magret qui est, je pense, l'un des plats, sinon peut-être le plat préféré des Français. Est-ce que c'est quelque chose qui se brevette? Est-ce que c'est quelque chose qui est breveté ou... Non, non. Non, il a toujours dit, hein, si je pouvais avoir 1 centime pour chaque magret vendu, je serais un milliardaire. Mais non, c'est pas possible. Alors bon, d'abord, c'est une poitrine de canard, donc ça, Mhm, c'est pas brevetable. Ensuite, la cuisson, ben, c'est comme un steak, donc c'est pas brevetable. mhm, Et de toute façon, les recettes en général sont très, très difficilement brevetables parce qu'il suffit de changer le grammage de sel ou de poivre pour que ça soit pas la même recette. Et donc, ouais, yes. c'est pas possible. Et pendant le parcours de vie de d'Artagnan, tu as dû lever de l'argent pour développer d'Artagnan auprès des capitaux risques. Euh, Ben, non, le seul moment où bon, d'abord, au début, il fallait être copain avec les Mhm, banques, c'est comme partout dans le monde, quand tu es tout petit, les banques, ne veulent pas te prêter d'argent. Ils ne veulent prêter qu'aux gens qui en ont pas besoin, en fait, hein. C'est ça le principe des mhm. banques. Donc, bon, ben, il faut montrer patte blanche, faut grandir, mais pas trop rapidement, de façon à ce que le fond de roulement reste possible, quoi, hein, et sain. Et c'est très très dur quand on grandit. Enfin, nous, à l'époque, on En grandissait bootstrap, quoi, comme on très dit vite. Il y avait dans plus le monde des d'argent. startups. En Pardon? bootstrap, comme on dit dans le monde des startups, quoi. Ouais, ouais. Et donc bon, ben, il faut jongler avec ça et puis, il faut, une fois qu'on grandit un peu, faut, mettre en concurrence une banque contre une autre régulièrement, Mhm. hein, de façon, tous les 2 ans, et et voir comment on peut faire. Il y a aucune loyauté avec les banques ici, Ah, c'est clair. vraiment. Parce que c'est clair qu'eux, ils n'ont aucune loyauté, envers toi, donc bon. Et puis, non, le seul moment où j'ai pensé à faire venir des investisseurs, c'était au moment de racheter Georges, parce que j'avais pas trop d'autres solutions. Et puis est arrivé miraculeusement le CCI qui m'a proposé un taux d'intérêt sur un emprunt, un taux d'intérêt plus Mhm. gros que les autres, mais euh, qui ne demandait pas de pourcentage de la compagnie. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Je sortais Une situation complexe. d'une situation de partnership, j'allais pas rentrer dans une autre. Yes. Voilà. Et est-ce que pendant la vie de D'Artagnan, tu as dû, je sais pas, peut-être faire du build-up pour rapidement grandir, acheter d'autres boîtes américaines qui faisaient plus ou moins ce que vous faisiez pour accélérer un petit peu le process de... On a, C'était un choix, j'ai tout remis dans la boîte au fur et à Mhm, mesure. Je n'ai jamais, tu vois, j'ai pas une belle bagnole, j'ai une Mini Cooper, j'ai pas 3 appartements, une maison à Paris, une aux Maldives, j'ai pas de bateau, j'ai jamais pris de sous de la boîte. J'ai toujours bien vécu, hein, j'ai un bon mhm. salaire, mais j'ai toujours remis les bénéfices dans la boîte. Et donc ça m'a permis de construire cette confiance avec les banques et de pouvoir emprunter quand il fallait. Et quand on a commencé à se développer et à monter les boîtes de distribution, c'est-à-dire de faire
les mêmes frigos, centres de distribution à Denver, Houston, Chicago, Atlanta. Et là, on va en Caroline du Nord et en Californie là, cette Mmh. année. Euh, ben, on l'a fait avec, au départ avec des bouts de ficelle et petit à petit avec l'apport des banques et des emprunts. Mais c'est tout, quoi. On n'a jamais. Et c'est un peu obligatoire hein, aux États-Unis. Si tu grandis pas, tu meurs. Tu Ouais, peux pas clairement. rester. Contrairement à la France, tu peux pas rester. Tu peux pas faire de surplace. C'est pas possible. C'était quoi? C'était du LBO ou bah, LBO. je crois, comment on dit ça? C'est layered by. Je veux dire pour justement s'étendre sur les autres territoires. C'était pas D'Artagnan, c'était D'Artagnan qui peut-être rachetait des petites structures mais déjà établies pour Ouais. accélérer, c'est ça? Non, non, non. On a fait ça une fois à Chicago et c'était une structure qui était. C'était des gars qui allaient fermer de toute Ah façon. d'accord. Donc, on a vraiment acheté que les assets. Sinon, les autres centres de distribution, non, on est allé louer des entrepôts, les équiper avec nos réfrigérations et c'est tout. On n'a pas racheté de. On a fait qu'un petit achat, c'était celui de Chicago, c'est tout. D'accord. Les autres trucs, on les a. Ça a été organique, on a grandi organiquement. Yes. Bah, aujourd'hui, tu as revendu, tu es presque out de D'Artagnan. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, est-ce que tu investis toi-même à titre personnel? Tu investis dans des startups comme Business Angel et tout? Ben, écoute, là, je viens de recevoir les sous. Donc, pour l'instant, j'ai un gros, gros compte en banque, tu vois. Là, Yes. maintenant, avant, je regardais mon compte en banque comme ça. Comme Maintenant, ça? j'ai un gros compte en banque. Et le stock market, la bourse est en train de se casser la Mhm, gueule. Donc, je ne sais pas trop dans quoi aller. Et puis, bon, j'ai d'autres priorités. La première priorité, c'est d'acheter un appartement pour ma mère à Paris. La deuxième priorité, c'est de continuer à financer, à augmenter le financement de la fondation que j'ai créée avec ma fille, qui est une ferme Ah, euh, je crois que j'ai lu d'une ça heure au quelque nord de part, New ouais. York. Ouais, ouais. Avec Et Alice, qui est architecte. One for quelque chose, je sais plus trop le nom. one for all for Ok, one. Tous pour un pour d'accord. tous, comme d'hab. Ouais. Il va falloir que j'y aille là dans 2 minutes, il va falloir Ah que j'y d'accord, aille. je vais rapidement poser les questions de fin. Voilà, on va aller en flash. Bah, dis-moi, comment est-ce que toi tu progresses? Ouais, Aujourd'hui, après la yes. vente, Avant tu et me, après. tu me prends au début. Là, vraiment, je ne suis plus CEO depuis 4 Mhm, jours. Donc, tu me vois quand même au mhm, bureau, je n'ai pas bougé. Je pense que je vais être au bureau 2, 3 jours par semaine pendant le futur proche, jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de moi, mhm, quoi, hein. Sinon, j'ai plein de projets. Je veux passer un peu plus de temps en France, promouvoir les petits producteurs gascons, faire des événements, des festivals pour les promouvoir en France. mhm. Pourquoi pas ici éventuellement. Et puis, je suis très copine avec Jean Reno. C'est un très bon ami. Il De fait, l'huile d'olive, tu je sais, l'ai vu dans une vidéo avec toi en plus, c'était trop mignon. ouais, il fait une huile d'olive, il est très passionné. Et au Beau de Provence, où il élève des oliviers et il fait une huile d'olive Mhm, extraordinaire qu'on vend ici d'ailleurs. Et donc, on a décidé de faire une espèce de petite série culinaire tous les deux. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais les Américains, nous, il y a quelques producteurs qui ont dit ouais, 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 ça va être super sympa. On va le faire mhm. à la ferme All for One, One for All, où il viendra en tant que voisin et puis il m'aidera à faire la cuisine et puis on fera des bêtises et à la fin, tout se terminera comme un banquet, comme chez Astérix. Yes. Voilà. Est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander? Si tu devais offrir un seul bouquin à la communauté, ce serait lequel? Bon, alors, les trois mousquetaires. Non, mais c'est vrai, les Ouais. trois mousquetaires, ça. Et il y a aussi, alors, il y a un gars, son nom m'échappe là,
mais qui a, écrit le management des Mmh. mousquetaires et c'est très bête, c'est très bête parce que tu vas penser: «Ouais, c'est simpliste», mais en fait, c'est un style de management qui est basé sur le tous pour un pour Mmh. tous et sur ce côté panache et courageux et panache et loyal, que D'Artagnan dans le bouquin d'Alexandre Dumas, suivait comme précepte. Et ça, quand on pousse un peu la réflexion, c'est vrai que ça donne un système, un style de management qui fonctionne très bien et où l'équipe est vraiment très soudée et travaille avec panache, donc avec plaisir. Yes, Et donc, j'ai suivi ça depuis, depuis le début de D'Artagnan et ça s'appelle le management mousquetaire. parfait. Ariane, 2 derniers trucs, puis je te laisse, est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Euh, Si vous voulez monter votre affaire, c'est toujours mieux que d'être employé. Et quand vous devenez entrepreneur, soyez têtu. Voilà. Nice. Ce podca Ne- Oh désolé, je t'ai coupé. ouais. Non, non, soyez Ouais. têtu. Donc je disais, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Quelqu'un qui a de la ressource, qui avec des bouts de ficelle va réussir à faire quelque chose qui va permettre d'avancer et de continuer. Nice. Je te remercie Ariane. Merci pour ton temps. Je sais que tu es short là et puis, franchement, merci aussi pour ta transparence parce que tu nous as partagé plein de off, des coulisses de cette aventure. On a hâte de voir, ce qui va se passer après avec la fondation et surtout comment est-ce que tu vas, heu, comment est-ce que tu vas, Merci. utiliser ton argent? Ouais, À très vite ouais, Ariane. moi aussi, moi aussi. Merci. Au revoir.